Bien, bonjour. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Raymond Fouini, qui va vous présenter ses travaux sur un microbe très important, vous savez, puisque ça reste dans le top 5 ou top 10, je ne sais pas, des bactéries pathogènes chez l'homme. Ça évolue en permanence en plus, ce qui en donne l'intérêt. Et puis par ailleurs, on invite également Raymond Fouini parce qu'il vient, il va vous le dire peut-être, de reprendre la charge du laboratoire de microbiologie du CHU de Nice, et donc on l'invite aussi comme un voisin en lui tendant la main, puisque vous savez qu'on essaie dans un cas d'infection au pôle sud d'encourager les collaborations entre les CHU du sud de la France, et donc on est content qu'il ait accepté notre invitation à ce double titre, et je lui cède la parole dès maintenant, parce que le pointeur arrive. Moi aussi je suis très heureux d'être ici. J'étais avant à Nice il y a quelques années et je suis parti à Paris et maintenant je reviens à Nice et je suis très content de venir serrer la main à mes collègues marseillais et j'espère qu'on pourra travailler ensemble sur différents aspects de microbiologie clinique. Alors justement dans ce cadre-là, je vais vous parler de Staphylococcus aureus, de la dynamique et de la diversité de cette espèce bactérienne et en portage nasal, parce qu'on s'intéresse toujours à la pathogénicité, aux infections, on s'intéresse toujours à la résistance aux antibiotiques de Staphylococcus aureus, notamment la résistance à la méticilline. Et là, on va voir un autre aspect justement de Staphylococcus aureus et de sa diversité, de sa dynamique. Vous savez tous que Staphylococcus aureus est effectivement, comme vous l'avez dit, mon collègue est un pathogène qui est responsable d'infections communautaires de très larges cibles. Ça peut donner des infections de la peau, des tissus mous, des ostéites, des arthrites, des endocardites, des septicémies, des pneumonies, mais également, ça ce sont essentiellement des infections suppuratives, mais il est également responsable d'infections toxiniques. De la même manière, il est responsable d'infections nosocomiales. Et c'est un grand pathogène, effectivement, à l'hôpital, notamment avec les on s'est beaucoup intéressé surtout à la transmission des Staphylococcus aureus résistants à la méticilline. Pas tellement des infections possibles, en tout cas des transmissions de Staphylococcus aureus sensibles à la méticilline. Ça, effectivement, c'est un pathogène. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est un commensal. Un commensal qui est capable de coloniser la peau, comme vous pouvez le voir ici, est capable aussi de coloniser différentes muqueuses. Le site, le réservoir de Staphylococcus aureus, effectivement, on le voit ici. Je suis désolé, je n'ai pas de douce. Ici, le nez à 27%, et c'est le réservoir principal, puisque, super. C'est le réservoir principal, puisqu'on sait que si on décontamine le nez, on arrive à décontaminer complètement le portail de Staphylococcus aureus. Mais on le retrouve bien sûr sur la peau, sur les mains notamment, c'est la raison pour laquelle il y a une transmission de patient à patient via les médecins ou les infirmières. On le retrouve aussi en axillaire, dans la zone périnéale, mais également dans le pharynx, dans le vagin et aussi dans le tube digestif. Donc, pathogène et commensal, il est porté dans le nez et notamment dans le tiers antérieur du nez. C'est là où on retrouve Staphylococcus aureus dans le vestibule, sur des cellules épithéliales stratifiées, kératinisées, non ciliées. C'est là où on a une très haute affinité de Staphylococcus aureus. On le retrouve très peu, justement, c'est la réponse à un QCM, on le retrouve très peu sur des cellules épithéliales ciliées. Il a du mal à adhérer. Par contre, là, on voit les Staphylococcus aureus sur cette biopsie, sur justement ces cellules stratifiées, kératinisées, non ciliées. Donc devant ce paradoxe de commensal et de pathogène, on peut se poser deux questions. Y a-t-il un risque de porter Staphylococcus aureus et qu'est-ce qui détermine le portage de Staphylococcus aureus? Le risque, c'est essentiellement deux études. Une étude où les patients ont été suivis à l'entrée aux urgences et pour connaître leur statut de portage ou non de Staphylococcus aureus. Et puis, s'il survenait une bactérie, on récupérait la souche de Staphylococcus aureus et on l'a comparée au nez des patients. Et effectivement, les souches
sur 12 des 14 patients des couples, on retrouve la même souche entre le portage nasal à l'entrée et celle qui est responsable de bactéries. Et là, c'est avec des délais de 1 jour jusqu'à 60 semaines, on trouve la souche qui a donné la bactérie, qui est identique à la souche qui était portée à l'entrée du patient. Donc, Staphylococcus aureus, effectivement, c'est un facteur de risque d'acquérir une bactériémie à Staphylococcus aureus. Là, c'est des études, une deuxième étude, où les patients qui sont porteurs ont 3 fois plus de risque d'ouvrir une bactériémie à Staphylococcus aureus que les non-porteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que la mortalité est significativement différente entre les non-porteurs et les porteurs. Comme si, effectivement, porter Staphylococcus aureus, c'est un Staphylococcus auquel on s'adapte, et on fait moins d'infections graves que les non-porteurs qui ne sont jamais porteurs de Staphylococcus. Et là, vous voyez, c'est significatif dans l'article publié dans l'ANSET. Donc, effectivement, porter Staphylococcus aureus, c'est un facteur de risque d'infection. Quels sont les facteurs maintenant? On va passer en revue avant de présenter les travaux. Qu'est-ce qui détermine le portage de Staphylococcus aureus? Staphylococcus aureus, comme vous voyez, il est porté par quelqu'un, ici. Il va éventuellement transférer à d'autres patients. Effectivement, un des autres facteurs, ça peut être des facteurs liés à l'environnement, des patients ou même des animaux, et on va voir un exemple, des animaux d'élevage ou des animaux domestiques. Et bien sûr, les facteurs qui pourraient être liés au portage de Staphylococcus aureus peuvent être bien sûr liés à la bactérie. Quand on regarde la prévalence dans la population générale au cours des années de 1930 à 2010, on voit qu'il y a une diminution régulière du portage de Staphylococcus aureus de 1930 à 2010. Les facteurs probablement qui ont été responsables de cette diminution de portage, on arrive actuellement autour de 25% de la population qui porte Staphylococcus aureus, c'est-à-dire 1 sur 4 ici. L'hygiène, les mesures d'hygiène ont sûrement contribué à cette diminution de portage, l'amélioration des conditions socio-économiques et la diminution aussi du nombre ce sont les facteurs du nombre d'enfants dans une famille, et ce sont des facteurs qui ont été identifiés comme responsables de cette diminution du portage de Staphylococcus aureus. Qu'est-ce qui est lié à l'autre? Lié à l'autre, on sait, vous avez ici une revue, ils ont récupéré en fait tous les taux de portage dans les différentes publications, le taux de portage de Staphylococcus aureus dans différentes populations. Effectivement, ceux qui ont des lésions à Staphylococcus aureus ont un taux de portage très élevé, 66%, mais on voit également le diabète, la dialyse, les toxicomanes et les immunodéprimés qui ont un taux toujours plus élevé que dans la population générale. Sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et là, vous avez les résultats d'une étude qui était tout à fait intéressante, puisqu'ils avaient regardé en préopératoire les facteurs de risque de porter Staphylococcus aureus. Et là, on voit qu'il y a des facteurs qui sont quasiment protecteurs, bien sûr la prise d'antibiotiques avant, mais être fumeur apparemment pourrait être protecteur du portage de Staphylococcus aureus, ou les personnes âgées. Par contre, l'obésité, être un homme ou avoir un antécédent d'accident vasculaire cérébral, là on a un facteur de risque plus élevé de porter Staphylococcus aureus. Si on regarde aussi le portage de Staphylococcus aureus, il diminue clairement avec l'âge. À la naissance, on a un taux de portage qui est très élevé, 60%, et on le doit diminuer au cours de l'âge à plus de 80%, à 80 ans, on a baissé à 18%. Vous voyez, il y a une diminution du portage au cours de la vie de Staphylococcus aureus. On a essayé de classer les patients en suivant le portage de Staphylococcus aureus au cours du temps, et plusieurs auteurs ont proposé de classer les patients en porteurs persistants. On va voir à quoi ça correspond. 20%, en porteurs intermittents, 30%,
et 50% de la population serait non porteur. Mais là, sur les différentes études, il n'y a pas de méthode qui a été acceptée pour caractériser ce type pour valider ce type de classification. Et on considère actuellement, on prend en tout cas dans ces différentes publications, il faut au moins 2 écouvillonnages nasales, à 1 mois d'intervalle, pour essayer de classer justement en porteurs persistants, intermittents, non porteurs, on va y revenir. Et les porteurs persistants, ce qu'ils évoquent dans les différentes publications, sont plus fréquemment colonisés par la même souche au cours du temps et ont une densité de portage qui est beaucoup plus élevée, alors que les porteurs intermittents sont colonisés par différentes souches et portent Staphylococcus aureus sur des périodes très courtes. On va justement en parler d'une publication qui est tout à fait également illustrative de cette classification. Ils ont pris une étude hollandaise, de travail hollandais sur le portage. Ils ont pris 19 volontaires sains, dont ils ont classé en différentes catégories. Ils ont prélevé les staphylocoques aureus que les isolates de staphylocoques que les gens portaient. Ils ont décontaminé par la pommade porcine dans le nez. Ils ont éradiqué complètement le portage de Staphylococcus aureus. Puis, ils ont inoculé avec un mélange de 5 souches, dont la souche que portait le patient, leur propre isolant. Qu'est-ce que devient, il faut déjà accepter de faire ce type d'études. Moi, je ne suis pas sûr que j'accepterais de prendre 4 Staphylococcus aureus qui ne m'appartiennent pas. Ça n'empêche qu'ils ont fait cette étude. Je ne sais pas si on peut encore le faire actuellement. Et ce qu'on peut voir, c'est les durées de colonisation au cours du temps de Staphylococcus aureus. Les non-porteurs portent Staphylococcus aureus jusqu'à 35,5 jours, alors que les porteurs persistants portent Staphylococcus aureus jusqu'à 186 jours. Les 8 qui étaient non-porteurs initialement, 6 deviennent non-porteurs, 11 qui étaient persistants initialement, 7 deviennent persistants, et 3 deviennent porteurs intermittents. Et effectivement, ce qui montre dans le papier, c'est qu'effectivement, les souches, très souvent, la souche qu'on avait portée initialement quand on est persistant, on récupère très souvent cette souche-là. Donc comme s'il y avait une adaptation, effectivement, entre la souche qu'on porte et l'autre qui la porte. Mais elle a été battue en brèche, cette classification. Ils ont, là, dans une autre étude, encore des Hollandais, ils ont regardé les anticorps que portaient les patients à différents antigènes bactériens. Et ils proposent, au vu des résultats, ils avaient classé effectivement initialement les sujets en porteurs permanents, porteurs intermittents et non porteurs. Et en fait, ils ont proposé une nouvelle classification au vu des taux des anticorps, en tout cas de cette population de porteurs permanents. Ils avaient des taux d'anticorps à différentes cibles qui sont marqués avec la flèche en noir, beaucoup plus élevés que chez les autres. Et ils ont donc proposé de classer en fait le portage de Staphylococcus aureus en porteur permanent ou intermittent ou non porteur, de les mettre ensemble, puisqu'il n'y avait pas de différence dans le portage des anticorps vis-à-vis des Staphylococcus aureus. Donc, une classification porteur-non porteur. Si on regarde maintenant quels sont les facteurs liés à l'environnement. L'environnement, je ne parlerai pas ici effectivement des transmissions qui ont été largement étudiées à l'hôpital, transmissions même au sein d'une famille, des transmissions de Staphylococcus aureus. Je vais vous parler là de Staphylococcus aureus et des infections chez les éleveurs. En tout cas, des infections de portage chez les éleveurs. On avait fait une étude sur le portage de Staphylococcus aureus chez les éleveurs, des éleveurs qui sont ici, des éleveurs de cochons, qu'on avait comparé avec des témoins
qui habitaient dans la même région, qui étaient appariés sur l'âge, le sexe. Et on avait regardé le portage de Staphylococcus aureus chez ces contrôles et chez ces éleveurs. Là, 112 patients par groupe. Vous voyez que en fait, les éleveurs sont très en contact avec les cochons. Ça, c'est en fait des treillis où les selles tombent, les fécès tombent en dessous et sont récupérés. Et donc, les éleveurs sont comme ça, dans cet environnement très riche en bactéries de sel ou en contact avec les cochons. Et l'idée, c'était de regarder si en fait, l'utilisation d'antibiotiques à visée thérapeutique sur les cochons ou à visée de croissance, antibiotiques de croissance pour augmenter la croissance de l'animal. La taille de l'animal à l'époque c'était autorisé, actuellement en France c'est interdit. Et si l'utilisation de ces antibiotiques sélectionnait des bactéries résistantes qui pouvaient être transmises en fait aux éleveurs. Et qu'en était-il de Staphylococcus aureus? Ce qu'on a trouvé, et qui a été un peu surprenant, c'est que les éleveurs étaient 2 fois plus porteurs de Staphylococcus aureus que les contrôles. 45% pour les éleveurs versus 24% pour les contrôles. Vous avez ici en rouge, en fait, les Staphylococcus aureus isolés des différents éleveurs. Les Staphylococcus aureus isolés des éleveurs pig farmers dans les différentes régions où on élevait en fait cochons. Je ne vous cache pas que c'est l'ouest de la France, le Finistère, la Côte d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, Morbihan, mais également la Vendée, l'Indre-et-Loire et Lyon. Vous avez ici le nombre de staphylocoques isolés chez les contrôles aussi en bleu. On va voir ensuite dans l'arbre suivant. Vous savez que pour typer, et je passerai très très vite parce que je vais sûrement un petit peu dépasser, vous savez que pour typer les souches, on peut les typer par champ pulsé ou par une nouvelle méthode depuis 2000 par multilocus séquence typing qui peut être complétée par du typage du polymorphisme de séquences répétitives de la protéine A qui s'appelle le SPATEC. Le champ pulsé, effectivement, c'est très lourd. Il faut couper l'ADN avec des enzymes acides rares, générer des gros fragments, migrer ça sur un gène de champ pulsé pour obtenir ici différentes bandes. L'inconvénient majeur, les deux inconvénients majeurs, c'est qu'il y a des variabilités entre laboratoires, donc il était impossible de comparer, en tout cas très difficile de comparer les profils obtenus sur champ pulsé. Et effectivement, c'est un bon marqueur pour analyser les épidémies de souches, mais pas tellement pour regarder l'évolution au cours du temps. D'où l'intérêt de séquencer, d'avoir en fait le séquençage de ces gènes de lignage pour avoir l'évolution et pouvoir comparer sur des bases internationales. Et cette gène correspond à une séquence type, par exemple le ST. Et on peut regarder justement sur les bandes de données tout l'intérêt. Quand on a fait cette approche-là par un LST sur les souches en rouge, que je vous rappelle, de fermiers et en vert des contrôles, vous voyez tout de suite, qui vous saute aux yeux, on a retrouvé les différents ST, des ST qu'on trouvait de diffusion mondiale, ici, et à l'époque aussi très peu, mais surtout 2 ST en rouge, ici, le ST9, on a essentiellement et uniquement des souches de porchés, et le ST 398, on va en parler. 18 souches effectivement appartenaient au ST9 et 6 appartenaient au ST 398. Et donc 55% des souches de Staphylococcus aureus appartenaient à ces 2 ST et aucun de ces souches n'avait été retrouvé chez les contrôles. Quand on a vu ça, on s'est dit d'où venaient ces souches. Alors on est parti, on a dit probablement, on a une hypothèse que c'était les cochons. Donc on est parti téléphoner aux différents vétérinaires qui habitaient, puisque l'étude était terminée, aux différents vétérinaires qui s'occupaient des cochons, et leur demander s'ils avaient des souches de Staphylococcus aureus, qu'ils avaient isolé des cochons, et qui avaient éventuellement, puisqu'ils s'intéressent aux infections, qui avaient donné des infections. Et on a récupéré comme ça 14 souches de cochons. Et bien sûr, quand on a séquencé, et vous avez compris le message, quand on a séquencé ces souches-là, on a vu que les souches de cochons a posteriori appartenaient en fait au ST9 et au ST, essentiellement au ST 398
98, un nouveau ici ST mais très peu représenté, et ici un ST 97. Donc appartenait essentiellement aux cochons, et effectivement, d'autres études hollandaises ont trouvé que le Staphylococcus aureus, juste après notre étude, ont regardé, ont vu que le Staphylococcus aureus ST398 résistant à la méticilline était retrouvé avec une prévalence très élevée chez les cochons. À 39% des cochons en Hollande. Nous, on avait trouvé une seule souche de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline. Les études françaises ont également retrouvé une prévalence élevée de ST398 sensible à la méticilline dans les différents élevages. Et l'hypothèse, c'est que les souches, les cochons acquièrent ST398 MRSA au moment de l'abattage, parce qu'ils sont stockés tous ensemble dans des camions et enfermés, et attendent là pendant des heures, et probablement s'il y a un cochon qui est porteur de MRSA, il y a une diffusion du portage de MRSA, parce qu'à l'abattage, on trouve une prévalence plus élevée qu'à l'élevage. Mais après ces alarmes et ces différentes publications des Hollandais, ils ont essayé de voir si ça donnait des infections, et en fait, le MRSA ST398 n'a pas été très peu transmis à l'homme, en tout cas donné très peu d'infections à l'homme. Et la question qu'on peut se poser là, c'est d'où vient ce ST398 ? Est-ce qu'il est humain ou est-ce qu'il est d'origine du cochon ? C'est le séquençage à haut débit de 89 souches ici de ST398 MRSA et MSSA venant de 19 pays et de 4 continents, de cochons et d'hommes, qui permet d'avoir une hypothèse. Vous avez ici cet arbre que vous avez du mal à suivre effectivement, mais toutes les souches humaines sont à la racine de l'arbre, ici, toutes les souches humaines MSSA, qui sont ici, et vous avez ici des souches de cochons essentiellement, et de cochons qui sont avec des MRSA. Et quand ils ont regardé le génome, effectivement les souches de MSSA ou de MRSA du cochon ont perdu des marqueurs de MSSA de l'humain et ont récupéré du SSMA qui porte la résistance à la méticilline, probablement des cochons, parce que ces SSMA, on ne les trouve pas chez les hommes, très peu chez les hommes. Donc probablement c'est une évolution, en tout cas la souche de Staphylococcus aureus sensible à la méticilline est passée chez un cochon, différents marqueurs génétiques ont été perdus et d'autres ont été acquis par les souches de MRSA du cochon. Et très peu, en fait, ce MRSA semble être adapté au cochon et ne donne très peu d'infections à l'homme. Par contre, récemment, et là c'est un peu surprenant, c'est des datas non publiées, c'est que le portage de Staphylococcus aureus ST398 sensible à la méticilline semble être élevé dans la population. Et on a retrouvé dans l'enquête endocardique plusieurs souches de ST398 sensibles à la méticilline qui donnent des endocardites, de ST398. Donc ce ST398, je pense qu'on va encore en entendre parler dans les années à venir, mais du côté sensible à la méticilline, pas de résistant à la méticilline. Donc une histoire où il y a une adaptation de souches sensibles chez le cochon et du cochon qui n'est pas encore repassé chez l'homme, en tout cas qui donne très peu d'infections chez l'homme. Cette idée a été aussi montrée chez un autre clone de ST, le ST5 chez les volailles, qui sont également aussi, en tout cas le progéniteur, c'est une souche humaine qui est passée chez la volaille et qui s'est adaptée chez la volaille avec des souches de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline et qui donne très peu d'infections encore chez l'homme. Donc histoire complètement parallèle entre le ST398 des cochons et le ST5 des volailles. On va passer maintenant aux facteurs liés à Staphylococcus aureus, mais aux facteurs liés à Staphylococcus aureus dans l'analyse de la population des souches, pas tellement dans la mécanistique de la souche. Effectivement, la première question à l'époque, ce qui avait très peu de données, quand on avait travaillé sur la structure de la population de Staphylococcus aureus, on s'est demandé quelle était la diversité, la population de structure, et y a-t-il effectivement des clones qui ont largement diffusé dans la population. La première étude qui avait été faite avant
l'utilisation du MLST sur 7 fragments de gènes de ménage. Ça a été l'étude réalisée par Édouard Feld, qui a regardé en fait plusieurs fragments de gènes de ménage en choisissant 33 gènes répartis dans le génome qui ont des fonctions soit connues, soit inconnues, et qui a séquencé et analysé 30 isolats. Et il a retrouvé en fait que la structure de population de Staphylococcus aureus, c'est essentiellement en 2 groupes phylogénétiques avec 2 branches, ici, groupe 1, A1, 1B avec 2 sous-groupes 1A et 1B, et un groupe 2. Et cet arbre qui avait été obtenu sur les 30 souches était équivalent quand on séquençait uniquement, quand on regardait uniquement les 7 gènes de ménage, qui ont été largement utilisés dans le MLST. Mais quand on regardait à l'époque, en 2007, la diversité des souches qui étaient dans les bases de données de MLST, en fait, les souches, comme je vous ai dit tout à l'heure, étaient essentiellement des souches d'infection, mais pas du tout de portage, et étaient essentiellement, en 95% des cas, des souches dans les pays développés et pas dans les pays en voie de développement. Et la question, c'était qu'est-ce qu'il en est de la diversité des Staphylococcus aureus en portage nasal et dans des pays provenant des différents continents, d'Afrique, de l'Europe de l'Est, de l'Asie du Sud-Ouest, du Sud-Est, et l'Amérique du Sud. On a alors fait une étude en regardant dans différents pays, en France bien sûr, en Moldavie, en Algérie, en Mali et en Cambodge, en se disant on va regarder, en prenant toujours la même méthodologie, sur le portage de Staphylococcus aureus fait à la mission, chez des patients de plus de 15 ans, à la mission aux urgences, pour avoir une idée en fait du portage communautaire de Staphylococcus aureus. Les patients avaient un écouvillonnage nasal dans les 8 heures après leur hospitalisation. Les données démographiques étaient enregistrées, l'âge, le sexe, l'histoire médicale, les antécédents, le motif de hospitalisation. Et on utilisait toujours les mêmes méthodes. Ceux qui faisaient les enquêtes venaient d'abord se former chez nous pour l'écouvillonnage nasal, pour ensemencer, pour les études épidémiologiques. Puis ensuite faisaient leurs prélèvements dans leur pays et revenaient avec les prélèvements pour être mis sur des milieux Chapman. On faisait l'identification antibiogramme et MLST sur les souches qui rament. On avait donc la prévalence de portage nasal à l'entrée aux urgences avec la sensibilité des souches et la diversité par MLST. On va d'abord regarder justement le résultat qu'on a eu sur le Mali, qui a été la première étude qui avait été faite. Vous avez ici les différentes séquences types, retrouvez le nombre d'isolats ici, vous avez du 15, etc., les nombres de numéros. Ce qui était surprenant, c'était la première fois qu'on retrouvait 24% de portage était essentiellement un ST qui avait très peu décrit, le ST 152. Ce ST 152, on a essayé de regarder sa position phylogénétique. Là, vous avez d'abord la position phylogénétique de tous les ST de ces souches. Vous avez en fait 8 ST qui appartenaient au groupe 1 et 11 ST qui appartenaient au groupe 2. Et le ST 152, effectivement, constituait une branche complètement distante des deux groupes 1 et 2, étaient donc une longue branche, et 24% de ces souches étaient des souches qui étaient portées chez les Maliens. Donc si on regarde sur le ST 152, il y avait une autre prévalence au Mali, était en fait en portage nasal. On n'avait pas regardé les souches d'infection, mais depuis, les gens ont regardé les souches d'infection, il y en a très peu. 100% étaient des souches de sensibles à la méticilline. Il y avait 12 différents sous-types par spaltacline, mais chose étonnante, toutes les souches étaient porteurs de la leucocéline de Panton et d'Aventine. Toutes étaient porteurs. Quand on a regardé sur les souches qui avaient été publiées dans la littérature, il y avait 30 souches qui avaient été publiées. Elles venaient essentiellement d'Europe centrale, étaient responsables d'infections communautaires. Quasiment toutes étaient résistantes à la méticilline et de des infections communautaires résistantes à la méticilline, étaient également toutes porteuses de leucocéline de Panton et Valentine. Donc, une des hypothèses,
c'est que les souches, en fait, les souches qui sont en Afrique, sont probablement venues en Europe centrale, alors par l'échange éventuellement d'étudiants, c'est une hypothèse qu'on peut émettre, par l'échange de mouvements de population, est venue, et la résistance à la médecine probablement été acquise en Europe, parce qu'on trouve très peu de souches résistant à la médecine, on n'en a trouvé aucune, en Afrique. Et depuis, les souches qui donnent des infections qui avaient été décrites justement dans les pays africains étaient des souches sensibles à la médecine. D'où l'idée, pour ce troisième groupe, de séquencer une souche complète de ST152 pour mieux regarder leur phylogénie, puisqu'elles étaient toutes porteuses de leucocytes de Valentine. Il y a effectivement une souche qui est quasiment terminée avec une annotation, et on s'est constitué une collection complète de souches venant d'Afrique, Mali, Sénégal, Cameroun, Niger, Madagascar. Tous étaient sensibles à la médecine. Des souches d'Europe, là, elles étaient toutes principalement résistantes à la médecine, pour voir effectivement qui est à la racine de l'arme de ce ST152 et pour mieux préciser les différents gènes qui peuvent partager avec les groupants et les groupes. Donc les souches d'Europe, ce sont essentiellement des souches qu'on a trouvées en France, en Belgique, en Suisse, en Hollande, en Turquie, en Germanie, en Grèce, en Autriche, il n'y en a pas beaucoup, au Danemark. Donc on attend la suite de l'histoire et voir justement l'évolution de cette souche et d'où venaient ces souches. Pour les autres pays, l'Algérie, la France, la Moldavie et le Cambodge, on a ici les différentes études qui ont été faites quasiment dans les mêmes périodes, en 2005 et 2006. Vous avez la caractéristique des populations, des nombres d'individus, 1531 au total, qui avaient été avec une prévalence de 19,6%, et vous avez les différents l'âge moyen en fonction des porteurs et des non-porteurs, le sexe ratio, porteur et non-porteur. Et vous avez là la distribution, encore une fois, des différents ST, mais là c'est les complexes clonaux qu'on avait retrouvés chez ces patients, avec le pourcentage de là. Ce qu'on peut voir rapidement, et vous le voyez, c'est qu'il y a des clones qu'on retrouve, des complexes clonaux qu'on retrouve dans les 4 pays, des complexes clonaux qu'on retrouve que dans moins de pays, pardon. Et vous avez ici la répartition des différents groupes, des différents ST qu'on a retrouvés dans les différents pays. On retrouve effectivement des souches dans le groupe 1, dans le groupe 2, de Staphylococcus aureus. On n'a pas retrouvé de ST152. Et on a retrouvé par contre un ST qu'on n'arrivait pas à lier ici avec les souches du groupe 1 et du groupe 2, et qui est très distant, encore plus distant que le ST152, qui était très distant des groupes 1, 2 et 152. Quand on a regardé, d'abord, est-ce que c'était évidemment, on peut se poser la question, est-ce que c'est un Staphylococcus aureus, puisqu'il est très distant? Phénotypiquement, il ressemble à Staphylococcus aureus, il avait le caractère de Staphylococcus aureus, il faisait une coagulase, il donnait une économie jaune sur chaque main. On s'est dit, on va regarder justement en prenant un groupe externe de ce SD1223, en se disant, on a repris la phylogénétique des staphylocoques par la R16S. Vous avez ici un staphylocoque qui est très proche de Staphylococcus aureus, qui n'est pas un Staphylococcus aureus, qui est Staphylococcus similé, qui est un staphylocoque à coagulase négative qui avait été isolé dans les selles d'un petit singe, qui, quand il était au zoo, avait eu diarrhée, et on n'a retrouvé que ce staphylocoque à coagulase négative. Et en fait, il était très proche de Staphylococcus aureus. On s'est dit, on va prendre ce staphylocoque signé, et on va l'utiliser comme groupe externe, et Staphylococcus epidermidis, hominis et hemolyticus, qui avaient été utilisés pour essayer de raciner là. Donc vous avez, comme il y avait des génomes complets, on a pu regarder les gènes de ménage, qui avaient été utilisés pour Staphylococcus aureus et les alignés. Là, on n'a aligné que 6 gènes de ménage, et un gène de ménage qui était impossible à l'aligner, parce que très divergent de ceux qu'on trouve chez Staphylococcus similé, epidermidis et hémolyticus. Vous avez effectivement les 3 staphylocoques signés epidermidis et hémolyticus qui sont pris ici comme groupe externe, et on voit que ST1223 est très proche en fait de ces staphylocoques, mais est dans le même groupe des Staphylococcus aureus,
avec le ST152, un représentant du groupe 1, du groupe 2, et le ST223 qui est la racine, et qui est bien un Staphylococcus aureus, en tout cas phénotypique. Donc encore une histoire, on retrouve des souches de Staphylococcus aureus qui sont beaucoup plus ancestrales probablement, et qui est une des souches ancestrales de Staphylococcus aureus et qui évolue. Et qu'on retrouve au Cambodge uniquement 2 souches. On va voir, l'histoire n'est pas finie. Et je vais vous parler justement de ce qui nous a intéressés dans l'étude suivante, où on a regardé, justement, on essaie d'analyser les facteurs qui pourraient influencer le portage de Staphylococcus aureus. Pour étudier ces facteurs, il est difficile de l'étudier dans une population ouverte, puisque la génétique de Staphylococcus aureus est une haute diversité, la génétique de l'autre est très élevée également. L'utilisation d'antibiotiques était difficile à documenter, très difficile à documenter. La transmission est aussi difficile à documenter, puisqu'il y a des réseaux très différents, très variés, complexes. Donc l'idée d'une population, d'essayer de trouver une population modèle, la diversité des souches est faible, où la génétique de l'autre est assez homogène, où les antibiotiques seraient bien documentés, et la transmission, en tout cas la composition des familles et les différents lieux de vie des patients, des sujets pourraient être documentés. On a retrouvé presque cette population idéale dans la population des Amérindiens d'Ayampi qui vivent dans un village de Paso dont je vais vous montrer, qui avait l'avantage d'avoir un seul centre de source, en tout cas un seul centre d'infirmiers où les antibiotiques, où l'histoire médicale était notée sur un cahier. Il y avait 600 Wayampi qui vivaient dans un village qui était assez isolé, on va le voir, et assez homogène génétiquement. Et la transmission, puisqu'on connaissait la généalogie des sujets qui vivaient dans ce village et leur lieu de vie, donc les huttes dans lesquelles ils vivent, on s'est dit super, c'est la population en tout cas qui se rapproche de notre modèle de population. Ce qu'on ne savait pas, c'était quelle était la diversité des souches de Staphylococcus aureus dans cette population. Ce travail s'inscrit en fait dans un travail beaucoup plus large qui était l'étude de l'écologie de la résistance aux antibiotiques des Escherichia coli et Staphylococcus aureus chez l'animal et chez l'homme et chez les animaux dans la flore, dans le milieu naturel. Vous avez ici le village de Paso, la Guyane, et pour y accéder, on peut accéder que par 2 jours en canoë pour arriver à ce village. Donc une zone très protégée. Voilà l'image du village de Paso, qui est ici, très isolé, composé de différents petits hameaux, voilà, complètement isolé dans la forêt. Vous avez ici les différents villages que je voulais représenter juste dans la dia suivante, où vous avez toute la position, et on peut laisser ça avait été relevé, toute la position des petites huttes dans lesquelles, avec des villages de Zidoc, de Lipo, etc., vous avez les différentes positions de ces huttes. Alors, ce qu'on avait aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, là où les gens vivent dans ces huttes, la composition de la famille, les différents facteurs épidémiologiques, on va passer en revue, l'histoire médicale, l'utilisation d'antibiotiques depuis plus d'1 an, et ce qui avait été fait, c'est de rechercher les animaux sauvages entre les villages et la forêt. Animaux sauvages et animaux domestiques, il y avait quelques animaux domestiques. Voilà l'image des huttes dans lesquelles les sujets vivent, éthiquement homogènes, isolés. Effectivement, ces huttes et ce village, il faut avoir des autorisations pour accéder à ces villages, des autorisations par la gendarmerie française, et qui vivent qui vivent de manière assez traditionnelle de la chasse, de la pêche, mais pas d'élevage. Il y avait 600 villageois et seulement un seul poste de santé dans le village avec un infirmier et, bien sûr, tout le monde a accès gratuitement aux soins et un dossier par sujet où tout est noté, tous les événements médicaux et toute la prise d'antibiotiques qui nous intéresse. Vous avez ici
les différentes campagnes, puisqu'il y a eu plusieurs campagnes. Une campagne en 2006, en 2008, où là vous avez la cohorte de volontaires, parce que c'est une cohorte, on les suivait de 2006 à 2010. En 2010, on trouvait 146 adultes qui avaient été aussi en 2006. Vous voyez, très peu perte, mais quand même des sujets qui sont bons. 2006, 2008, 2010, avec les différents prélèvements qui ont été faits. En 2006, le nez, les fesses, des données épidémiologiques. En 2008, l'ADN de l'eau qui on va y revenir, le nez, et en 2010, le nez, les selles et le sérum des patients et les données épidémiologiques. Je ne vous parle pas des animaux et de l'environnement, qui ne sont pas là notre sujet. Donc je vais vous parler justement des années 2006, 2008 et 2010, l'ADN de l'eau, et sérum, je n'en parlerai pas encore, parce que c'est en cours de traitement. Vous avez ici le portage de Staphylococcus aureus au cours du temps. En 2006, on avait 41,8%, en 2008, 57,5%, et en 2010, 66,4%. On ne va que en augmentant dans cette population. Donc il ne faut pas trop s'approcher. Si vous n'avez pas acquérir des Staphylococcus aureus, on avait une augmentation qui était significative entre 2006 et 2010 de 24,6%. On a essayé de classer justement 2006, 2008, 2006, 2008, 2010 en porteurs permanents, intermittents et non porteurs. En fait, quand on rajoute 2010 et non porteurs, il y en a de moins en moins. Et globalement, tout le monde arrive à porter, vu la densité de portage, le Staphylococcus aureus. Si on replace avec la nouvelle classification proposée par Van Delcourt, vous avez ici les porteurs qui sont 26 à 20%, qui sont pour, les non-porteurs 74 à 80%. Oh. La première chose qu'on a regardée, c'est d'abord la résistance aux antibiotiques. Je vous rappelle, 2006 c'est en rouge, 2008 et 2010, et on voit une diminution une augmentation de la sensibilité à la pénicilline et à différents antibiotiques. Vous voyez, les souches sauvages entre 2008 et 2010 ont augmenté, souches sauvages étant complètement sensibles à tous les antibiotiques, y compris la pénicilline. On a une diminution de souches sensibles, une augmentation de souches sensibles à la pénicilline, une diminution de souches, une augmentation de souches sensibles à la rifampicine. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'était lié à la diminution de consommation d'antibiotiques? Très probablement, puisqu'en 2006, on avait 3,2 traitements par sujet et par an, et en 2010, on était à 0,67 traitements par sujet et par an. Donc peut-être une belle image de la diminution d'augmentation de la sensibilité aux Staphylococcus aureus, mais attention, probablement peut-être une augmentation du portage de Staphylococcus aureus. On peut se demander s'il n'y a pas un lien entre l'utilisation des antibiotiques et la diminution et l'augmentation du portage de Staphylococcus aureus. Quand on regarde la diversité des souches de Staphylococcus aureus en 2006, 2008, 2010, on retrouve effectivement des souches en commun entre ces années, mais ce qu'on trouve, et de manière très étonnante, c'est une prévalence très élevée du ST1223, qui était strictement identique à celui qu'on avait trouvé au Cambodge, les deux souches au Cambodge, sur le MNST, pas sur le séquençage parce qu'on n'a pas encore réalisé. Mais vous voyez une prévalence qui est très élevée, qui arrive en 2010 à 15%. Quand on avait 2006 et 2008 et qu'on a vu l'augmentation passer de 15 à 30%, on pensait qu'en 2010, on allait avoir une explosion. Non, finalement, on retrouve quand même un portage qui reste conséquent, 15% de ce ST1223 qu'on n'avait jamais trouvé dans les autres pays, et qui est très élevé ici dans cette population, avec cette souche peut-être ancestrale de Staphylococcus aureus. Si on regarde maintenant les gens qui sont porteurs en 2006, 2008 et 2010, et est-ce que quand je suis porteur d'une souche en 2006, j'ai la même souche qui est en 2008? Vous attendez déjà, qu'est-ce que vous attendez? C'est un QCM? Non, ce n'était pas un QCM.
Vous voyez déjà entre 2006 et 2008, il y a un brassage considérable des souches. Les gens, là c'est un porteur en fer de cette souche-là en 2006, il porte une souche complètement différente en 2008, et très peu portaient la même souche entre 2006 et 2008. Et on regarde ensuite 2010, et vous voyez, il y a du brassage qui se confirme entre 2008 et 2010. Deux souches, entre elles, il y a un grand brassage de souches de Staphylococcus aureus entre les différents sujets 2006, 2008, 2010. Si on regarde les souches identiques chez les porteurs en 2006 et en 2008, vous voyez, il y a un nombre assez limité, et avec 2010, un nombre encore plus limité, vous voyez, avec que 3 sujets qui portent la même souche sur l'ensemble des sujets entre 2006, 2008 et 2010. Et des souches, bien sûr, des patients qui avaient des souches, on pouvait se poser la question, qui portaient en 2006, est-ce qu'ils en portaient en 2010? Effectivement, il y a quelques souches qu'on retrouve entre 2006 et 2010 chez les porteurs. Mais uniquement 3 sujets parmi les 29 patients porteurs persistants qui étaient du même ST, le ST 189. Uniquement 3 sujets. Alors la question qu'on s'est ensuite posée, c'est est-ce qu'un sujet qui porte une souche peut en porter en fait pas une, mais plusieurs souches, entre 2006 et 2008-2010. On a pris les 29 porteurs permanents, on a regardé dans leur prélèvement 10 souches par sujet, sur ces 29, et on s'est aperçu que en fait, 23 porteurs portaient la même souche sur 10, une sur 10, toujours la même, mais qu'il y avait 2 porteurs qui en portaient 5 porteurs qui en portaient 2 souches, et un porteur qui portait jusqu'à 3 souches sur les 10. Donc 20,7% des porteurs étaient capables de porter plusieurs souches, en tout cas porter plusieurs souches de Staphylococcus aureus. On a essayé d'analyser ces souches, et à la fois sur l'antibiogramme et sur les ST, et en fait, quand il est sur le spattyping, est-ce que c'était finalement des souches qui avaient le même spatie? En fait, non. Par exemple, ce sujet-là avait 8 souches T189 avec un antibiogramme, une souche complètement sauvage, mais par contre, il portait également des souches résistantes à la pénicilline. Si on regarde celui qui paraît le plus intéressant, parce qu'il y avait justement une multirésistance, vous voyez la résistance à la pénicilline, à la canate, au rat, à la tétra, mais 2 souches étaient uniquement sensibles à l'un, étaient uniquement résistants à la pénicilline. Donc il y a une diversité d'antibiogrames, diversité de souches portées chez les patients, et notamment même sur leur antibiogramme. Vous voyez, 1, 3 et 6 avec un antibiogramme complètement différent entre les 3 souches. Donc peut-être se poser aussi la question, quand on regarde les souches de Staphylococcus aureus en portage nasal, quand on n'en prend qu'une, est-ce que finalement l'antibiogramme qu'on va obtenir ressemble et est le même de la population portée, de toute la population portée par le sujet? Ça, on peut se poser la question, mais là on a une diversité, en tout cas il y a 20,7% de porteurs permanents sur les 3 ans qui ont des souches différentes. Mais personne ne reportait effectivement la même souche entre 2006 et 2008 chez ces porteurs permanents. Je terminerai par les facteurs de risque qui ont été analysés entre 2006 et 2008 pour le portage de Staphylococcus aureus dans cette population, puisqu'on avait donné épidémiologiques très importants. En fait, sur toutes les données, il y a des tableaux, notamment le poisson, le contact avec les animaux, les antécédents médicaux qui sont ici, les antécédents de prise antibiotique, aucun des facteurs, on n'a trouvé aucun facteur qui pouvait être différent entre les porteurs et les non-porteurs. Donc il n'y a aucun facteur de risque qui ont été identifiés, et il y en a plusieurs qui ont été analysés, qui pourraient expliquer le portage de Staphylococcus aureus. Par contre, ce qui avait été étudié par nos collègues de Hollande, parce qu'ils avaient déjà travaillé dessus, c'est regarder des cibles, des single polymorphismes nucléotides de différents sites de sites candidats qui ont été testés, ILK, CFH, CRP,
2 récepteurs au glucocorticoïdes qui étaient connus. Et là, on avait des liens, par exemple, de l'IL4 524CC qui est associé au portage persistant, le régulateur du complément qui était associé au portage de Staphylococcus aureus chez les sujets qui ont des lésions cutanées, la CRP et la petite qui était plus fréquent que chez les non-porteurs, et les récepteurs glucocorticoïdes. En fait, quand on a analysé à partir de l'ADN ces différents candidats d'ADN des sujets amérindiens, on a retrouvé en fait que 2 cibles qui étaient différentes dans cette population. Toutes ces cibles étaient strictement identiques entre les sujets, qui renforçaient notre idée que cette population était ethniquement homogène. Donc on a regardé ces les différents allèles nucléides par polymorphisme de ces 2 cibles, IL4 et CRP, et on a une différence significative entre les porteurs et les non-porteurs, PA002, quand on prend l'analyse globale des différents polymorphismes. Donc peut-être un facteur génétique lié à l'eau qui pourrait expliquer le portage de Staphylococcus aureus et très peu de données en épidémiologiques significatives. En conclusion du portage de Staphylococcus aureus dans cette population, on avait 146 sujets entre 2006 et 2008 et 2010, une présence de portage qui augmente, sans explication claire, une persistance du portage qui est uniquement chez 20% de la population, mais pas du tout avec les mêmes souches. Il n'y a que 10% des sujets qui portaient les mêmes souches parmi les porteurs. Et les facteurs de risque, antibiotiques, on n'a rien trouvé, des données épidémiologiques, on n'a rien trouvé. On n'a trouvé que des facteurs génétiques qui pourraient expliquer le portage de Staphylococcus aureus. Donc je finirai, je ne sais pas si j'ai dépassé ou pas, je vais dépasser? Je finirai en disant, bien sûr, assez général, on connaît très peu de choses en fait sur la dynamique du portage de Staphylococcus aureus, j'en donné quelques exemples, et il y a beaucoup d'influence effectivement de facteurs humains, bactériens, mais tous les déterminants restent encore à largement étudier pour comprendre ce portage de Staphylococcus aureus et un risque effectivement, un facteur de risque d'infection à Staphylococcus. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, d'abord, présentation très intéressante et riche et qui soulève des problèmes importants. Mais alors, ce qu'on sait quand même de l'épidémiologie des infections à Staphylococcus aureus est très troublante, et moi je ne parierais pas sur le rôle des antibiotiques dans l'évolution des différents types de souches, parce qu'on assistait à 3 grandes vagues épidémiologiques. La première qui était la constitution d'un réservoir de souches de Staphylococcus aureus résistant à la multirésistante, notamment il y a 20 ans. On avait des souches extrêmement résistantes dans les hôpitaux, et on voit c'était que ces souches partent dans la communauté. Ça, c'est pas passé. Ce qu'on a vu émerger, ce sont des Staphylococcus aureus résistants à la multicilline d'origine communautaire. Et maintenant, il y a une 3e vague, qui est celle, en tout cas, c'est ce qu'on voit ici, où on a un nombre de plus en plus élevé d'infections à Staphylococcus aureus, avec une substitution des métiels par des métiels. Alors, je veux savoir ce que le nez peut nous apprendre, ou est-ce que le nez peut permettre d'anticiper ce genre de... Alors, pour la résistance à la médicine, effectivement, on explique en tout cas la disparition à l'hôpital par les facteurs d'hygiène, le contrôle avec l'hygiène, sans qu'on sache vraiment exactement si c'est vraiment ça, en tout cas. Ça a participé, je suis pas sûr. Mais ça a participé, en tout cas, l'hygiène à diminuer, en tout cas, les infections à Staphylococcus aureus résistant à la médicine. Mais il y a eu un autre phénomène, c'est l'acquisition de cassettes beaucoup plus courtes, en tout cas venant probablement de la communauté, des SSMEC de type 4, 5 et 6,
et avec des souches de Staphylococcus aureus de la ville, qui étaient probablement virulents, et là-dessus, il y a eu l'association de malfaiteurs entre la virulence et la résistance, avec l'émergence en ville de ces souches-là. L'augmentation, pour l'instant, on n'a pas d'hypothèse pour expliquer l'augmentation des infections à Staphylococcus aureus sensibilisation 2 qui viennent à l'hôpital. On en a de plus, mais moi aussi, je vais remarquer ça à l'hôpital Michel, je remarque ici aussi à Nice. Il y a une augmentation, il faut regarder les chiffres exacts, hein. Mais je n'ai pas beaucoup d'explications sur ce phénomène-là. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est d'étudier ce qu'il y a dans le nez et dans le portage nasal des sujets. Alors, je sais que le ST80, qui est la souche MRSA qui émerge de la communauté, elle n'a pas fait pour l'instant, en France en tout cas, le ST80 n'a pas eu un très grand succès. On a très peu d'infections SARM ST80. Mais on a des infections, effectivement, et là, ce que disait sur les endocardites, la ST 398. Et connaître ce qu'il y a comme souche de staphylocoque, essayer d'identifier les gènes de virulence qu'il y a dans le nez des sujets, c'est peut-être intéressant pour comprendre des phénomènes qu'on a actuellement sur la diffusion et l'augmentation des souches de staphylocoque. C'est la seule chose, c'est essayer de comprendre la diversité, la dynamique de ce portage, parce que très peu d'études sont faites sur la dynamique de portage, et des échanges avec les autres personnes. C'est sûr que ça peut être un élément qui permettrait de comprendre pourquoi on a ces infections à stade sensible. Sur l'aspect zoonose, finalement, c'est pas entièrement clair pour moi. Donc, il y a 3 situations que tu as évoquées, que tu as étudiées. Et donc, pour revenir là-dessus, est-ce qu'il y a une évidence? Est-ce qu'on a des évidences de Staphylococcus aureus humains comme zoonose, vraiment acquis, soit au contact des cochons en particulier, puisque c'est un domaine que tu as étudié, ou acquis à partir d'autres espèces animales? Deuxième question dans le même genre, quand tu présentes tes données sur l'Afrique, est-ce que tu as envie ou pas d'aller regarder dans les primates non humains, qui sont éventuellement autour des populations humaines que tu as évoquées? Et troisièmement, pour venir à la troisième situation que tu as étudiée dans ce petit village de Guyane, bien que tu le laissais de côté, est-ce qu'il y a des évidences de contact des hommes avec les populations animales de la forêt amazonienne? Et est-ce qu'il y a une piste ou une évidence aussi de transfert animal-homme de souche? Alors, la première question pour les zoonoses. Alors, je n'ai pas été assez clair, en tout cas. La souche, en fait, de ST398 qu'on trouve chez les cochons, son origine, c'est l'homme. Comme la souche de ST5 qu'on trouve chez les poulets, l'origine, c'est l'homme. La souche a sauté et passé chez le cochon. En fait, le cochon, il s'infecte très rarement à Staphylococcus aureus. Il y a un autre staphylocoque, c'est Staphylococcus pictus, qui donne des vraies infections. Mais en tout cas, cette souche est passée chez le cochon. Elle s'est adaptée. Elle a perdu des fragments de chaîne, elle a naquit d'eau. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'elle ne donne pas finalement, quand elle repasse chez l'homme, d'infection, en tout cas d'épidémie. Et comment tu intègres ce que tu dis? Alors, c'est le facteur d'adaptation en fait. Et alors comment on intègre ta donnée qui est que les porchers de Bretagne ont une prévalence de 66%, c'est ça? Oui, le portage qui est significativement différente des travailleurs de banque en Bretagne. Alors, est-ce que ces souches-là, on les a pas séquencées, mais est-ce que les souches qu'on trouve chez les porchers sont celles qui sont passées chez le cochon puis revenues chez le porcher? En tout cas, nous, c'était des sensibles à méticilline. On n'a pas séquencé ces souches-là. Mais c'est vrai que ça peut être une question. Et donc, pour l'instant, on n'a pas d'évidence de passage cochon-homme. Ce que tu dis. Pour l'instant, il y a des évidences de passage, pardon, quand même. Cochon-homme, de MRSA. D'accord. Très peu d'infections, mais décrites à chaque fois qu'il y en a eu, il y a eu une description de cette infection. D'accord. Mais très peu. Très peu. Et ils n'ont pas diffusé en tout cas. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est pour tes travaux en Afrique de l'Ouest, est-ce que ça peut suggérer d'aller regarder dans les populations animales aussi, notamment nous, dans les populations animales de poissons en Guyane, on a cherché Staphylococcus aureus, mais c'était des rongeurs, c'était des marsupiaux, des petits marsupiaux. On n'a pas retrouvé la cortège. Et on a retrouvé 2-3 souches, c'est tout. Donc pas vraiment un portage important. Chez les gorilles, effectivement, les primates, c'est très intéressant de regarder. Alors, il y avait eu un papier sur les primates où il y a des souches de Staphylococcus aureus. Ils n'ont pas été jusqu'au séquençage pour essayer de comprendre si ce sont des souches essentiellement du gorille. Alors, c'était dans des selles de gorilles qu'ils avaient regardé ça.
faudrait regarder, effectivement, parce qu'on a été très surpris, nous, que le petit singe, là, avec Staphylococcus simile, la souche, en fait, est très proche, alors elle n'a pas été séquencée complètement, en tout cas par un MSP, elle est très proche de Staphylococcus aureus, quand on CSS, dans les autres gènes de ménage. Et c'est fou de le connaître. Ce qui est marrant, c'est que c'était un petit singe. Moi j'ai une question sur ces porteurs amazoniens qui portaient une souche au départ et qui en portent une autre à l'arrivée. Est-ce que c'est vraiment des porteurs? Parce qu'il a bien fallu qu'à un moment il y ait une souche qui remplace l'autre. Et on n'était pas là pour regarder ce qui s'est passé. On a cessé de porter à ce moment. Et donc est-ce que la distinction porteur-non porteur est une bonne distinction? Entièrement d'accord avec vous. Déjà, quand on regarde, nous, on a été très surpris par les résultats. Contrairement à ce que disaient les Hollandais, parce que les Hollandais, ils ont pris des personnes qui vivent toujours dans les mêmes conditions, des étudiants qui suivent régulièrement, et ils ont commencé à vouloir classifier comme ça. Mais quand on prend sur des périodes de temps beaucoup plus longues, on s'aperçoit que les porteurs, ce qu'ils avaient mis comme hypothèse, c'est qu'ils disaient que les porteurs permanents portaient toujours la même souche, et à grande densité. En fait, c'est pas ce qu'on voit en Guyane, où ça change tout le temps, ça saute, alors que la diversité des souches, à un temps donné, en fait, il y a très peu de clones. Malgré cela, on a des souches différentes entre 2006, 2008 et 2010. Quand on regarde en temps, à des points donnés, c'est 2006, 2010, et on n'a pas le suivi. En tout cas, ils ont été très surpris que nous, on ne trouve pas du tout les mêmes souches. Et qu'est-ce qui se passe entre 2006 et 2008 et entre 2008 et 2010, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est probable, c'est qu'on a vu dans les 20% des sujets qui portaient plusieurs souches, c'est qu'il y a probablement de la compétition entre les souches de Staphylococcus aureus. Peut-être qu'il y en a une qui prend le dessus et qui remplace l'autre, ou pour des raisons X ou Y de pression de sélection qui peut être des antibiotiques ou autre chose. Il y a sûrement une compétition, comme on a vu dans les 20% des gens qui sont porteurs, qui portent plusieurs souches. Donc là, effectivement, l'étude hollandaise qui avait été faite dans certains modèles n'est pas forcément vraie dans le temps. Il n'y en a pas ce type de données pour les populations hospitalisées. Je pense par exemple personne ne regarde la diversité à l'entrée, par exemple. Alors justement, oui, nous, ce qu'on avait fait, c'est à l'entrée, quand on a fait les 4 pays, dont la France. Non, il n'y a pas beaucoup d'études. Ce qu'ils ont fait, et c'est pas encore publié, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé chez les étudiants de médecine au cours du temps. Et ils trouvent une présence très élevée de ST398, mais probablement d'origine même. Et dans les cas des endocardites, à Staphylococcus aureus, étonnamment, alors qu'on ne le voyait pas, on trouve une prévalence élevée d'infection d'endocardite à ST398. Probablement sensible à la médecine, sensible à la médecine. Pas du tout des MRSA comme on le voit. Donc il y a bien des échanges. Voilà, si je passe chez les gens et des échanges des remaniements pour l'adaptation. Et après on retrouve peut-être un jour, elle va se réadapter à l'homme et elle va donner des vraies infections graves. Peut-être très quasiment. Excepte le Staphylococcus aureus bovin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parle fort, parce que sinon on ne t'entend pas. Parle bien fort. I want to ask that because I know there are lots of people they pick nose like this. Yes. So is there any report about the relationship between nose picking and maybe the spread or transmission of staph aureus? Et le comportement, bah oui, ça augmente le portage de Staphylococcus aureus, le fait de tout le temps mettre les doigts dans le nez. C'est ça. Are you talking about nose picking? Yes, nose picking. And you wonder if this is making things worse or? Maybe there's a relationship between maybe the spread of staph aureus. Ça participe à la diffusion de la spread of Staphylococcus aureus, because if you don't wash your hand, you can transmit your strains to another patient. Voyez. C'est ce que je fais quand je fais cours. On y passe au temps. Très amusant quand tu fais cours, tu dis aux étudiants, des doigts sur et sur une heure de cours, tu n'arrêtes pas. En réalité, on passe
bien le dire. On passe son temps, c'est pas terrible. On va éviter. Je le fais quand je fais. Bien, merci beaucoup pour d'avoir introduit dans la technique